Donc notre cours d'aujourd'hui va s'intituler la prématurité. Donc on va traiter deux grands chapitres de la néonatologie, la prématurité et le retard de croissance intra-utérin. Donc comme objectif de cours, donc on va définir la prématurité, la grande prématurité et la très grande prématurité. On va connaître les principales étiologies de la prématurité, savoir les principaux critères cliniques de l'évaluation de l'âge gestationnel, repérer les principaux risques auxquels est exposé le prématuré, retenir les modes d'alimentation du prématuré et puis identifier les éléments du pronostic du prématuré. Donc pour ceci, on va suivre le plan suivant. Donc on va faire quelques définitions. Un petit mot sur l'épidémiologie, les étiologies de la prématurité, ses facteurs favorisants, la conduite à tenir initiale, les risques de la prématurité, voire les complications, le transfert en milieu spécialisé, la prise en charge en milieu spécialisé, la prévention, pronostic, puis on va conclure. Donc déjà, il faut connaître que la prématurité, les prématurés, c'est une population qui est très fragile. Pourquoi? C'est une population qui est très immature. Quand on traite un prématuré, c'est pas comme qu'on traite un grand enfant. D'ailleurs, il y a des mesures qui sont vraiment spécifiques à ces milieux-là. Et en néonatologie, qui vont passer, ils vont voir qu'il y a un rituel assez spécifique aux prématurés. C'est une population qui est à part, dont les réserves sont diminuées, dont les moyens de défense sont vraiment très bas et donc on est obligé de suivre. Et plus cet âge gestationnel va diminuer, plus le risque va augmenter. Et donc on fait vraiment très attention à cette population à risque et plus elle est petite en matière d'âge gestationnel, plus elle est prédisposée à faire des complications. Donc la prise en charge, vous allez voir qu'il n'y a pas de prise en charge spécifique, surtout après la naissance. C'est toute une prise en charge qui va se faire, soit en anténatal, en collaboration entre l'obstétricien, le gynécologue-obstétricien et le néonatologue avant la naissance, et bien sûr le réanimateur au moment de la naissance, bien sûr le néonatologue sur place, et ultérieurement, que ce soit néonatologue ou pédiatre, parce que c'est un enfant qui va se préparer à l'âge adulte et qui devrait passer cet âge adulte dans les meilleures conditions. Donc tout ceci va conditionner son pronostic ultérieur. La connaissance des facteurs de risque est très importante. Quand on les connaît, on va savoir les prévenir. Si on ne les connaît pas, forcément, on ne va pas pouvoir les prévenir. Le risque de séquelles sont non prévisibles est très important. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont présenter une infirmité motrice cérébrale. C'est des enfants qui sont prédisposés à faire une hypoxie au moment de la naissance. Donc, qui dit hypoxie dit besoin en oxygène au niveau du cerveau, qui sont là, mais qui ne sont pas normalement couverts. Et donc, c'est un cerveau qui va être privé d'oxygène. Forcément, il y aurait un retard, que ce soit sur le plan psychique ou moteur par la suite. Et ça, c'est grave, c'est lourd. D'où l'importance, l'intérêt d'un suivi ultérieur de cette population d'enfants. Donc, un petit mot sur l'épidémiologie nationale ou internationale. Dans les pays occidentaux, la fréquence, elle varie entre 2 et 7%. Elle est basse par rapport à ce qu'on va voir dans les pays soit africains, en Afrique centrale, même les pays en voie de développement. Pourquoi? Parce que la plupart des grossesses chez nous ne sont pas vraiment bien suivies. Il faut dire que le suivi de grossesse joue son rôle. Quand on a une grossesse qui est bien suivie, on va essayer d'éviter l'évitable, sauf pour les cas qui vraiment nous échappent. Au Maroc, il n'y a pas eu de statistiques nationales, il n'y a pas de registre qui enregistre des chiffres nationaux à part celui du CHU de Rabat. Et vous allez voir qu'on a des résultats qui sont quand même assez anciens. En 1977, donc, on a eu un pourcentage de 7 à 8%, 20% des hospitalisations dans les services de néonatologie. Il faudrait savoir qu'ils prennent la première place avec les détresses respiratoires néonatales, les malformations bien entendu, et puis 22% en association au retard de croissance intra-utérin, et c'est ça la population la plus fragile et la plus qui sont là, et le retard de croissance intra-utérin et la prématurité. Les prématurés représentent 68%, heureusement, quand on voit la définition de chacune, même assez abordable en matière de prise en charge par rapport aux grands prématurés qui représentent que 30%, par rapport aux prématurissimes, les 26 à 28 semaines qui sont vraiment tout petits, qui n'arrivent même pas à 1 kg des fois et qui ne représentent heureusement que 2%, autrement on serait quand même embêté. Là, c'est une plaque nouvelle parce qu'au niveau du CHU d'Oujda, on a fait une étude récemment sur une année d'exercice, notre première année d'exercice. Il faut dire qu'on avait des hospitalisations qui partaient en crescendo, c'est-à-dire on augmentait les hospitalisations au fur et à mesure. On avait 5 lits de réa qui étaient fonctionnels au départ. Au fur et à mesure, on est monté à 7 lits, puis 8, puis 12, et on est arrivé à la totalité qui est à 15. Et au fil du temps,
on s'est retrouvé avec un pourcentage de 29% de prématurés sur la première année, ce qui n'est pas rien. Il faut dire que c'est le CHU qui draine toute la région de l'Oriental et donc forcément tous les prémas, voire les grands prémas vont arriver ici au niveau de Oujda. Quand je dis toute la région de l'Oriental, c'est depuis Nador, Bouarfa, Taourit, Figuig jusqu'à Gersif. Donc toute la région va envoyer ici. Donc 62 prématurés sur 212 admissions, sachant que 212 c'était la première année d'exercice. Maintenant on se retrouve à 212 juste à peine en 2 mois d'exercice. Donc normalement l'activité est là pratiquement quadruplée si ce n'est pas plus. Donc pour ce qui est des définitions, la prématurité c'est une naissance qui est strictement inférieure à 37 semaines révolues. Quand je dis strictement, c'est-à-dire quand vous avez 36 semaines plus 6 jours, c'est considéré comme prématuré. Il faudrait qu'il complète son dernier jour pour parler de bébé à terme. À partir de 37 semaines, c'est un bébé qui est à terme. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ça, ne le retenez pas. Parce que ce qui existe, la réalité, ça n'a rien à voir avec l'OMS. L'OMS, ils définissent un nouveau-né à partir de 20 à 22 semaines avec un poids qui est supérieur ou égal à 500 grammes. Imaginez, est-ce qu'on peut faire survivre un bébé de 20 à 22 semaines? Déjà, les 26 à 28, ils gardent vraiment des séquelles très très sévères. 20 à 22 semaines, il faut le considérer quand même comme un fœtus, donc quand même, c'est pas viable. Donc, prématurité moyenne, c'est une naissance qui est entre 33 et 36 plus 6 jours. Et là, c'est la tranche qui est quand même facile, plus ou moins, à traiter. C'est la tranche qui pose le moins de problèmes en matière de prématurité. La grande prématurité, là, ce sont des prématurés quand même qui sont entre 28 et 32 plus 6. Donc, ils posent tous les problèmes de la prématurité. Mais la très grande prématurité, c'est encore pire. C'est toute naissance qui est inférieure à 28 semaines. Ici au Maroc, on est le deuxième CHU à prendre les moins de 28 après Rabat. Les autres CHU ne prennent pas les moins de 28. Donc normalement, c'est entre 26 et 28. Au moins de 26, généralement, ils ne sont pas viables. Donc les étiologies de la prématurité, donc pourquoi ces bébés naissent avant terme? Donc il y a des causes directes, il y a des causes qui sont indirectes. Donc commençons par les causes directes. Donc quand vous avez un utérus qui est sollicité, une grossesse multiple, c'est pas comme quand on a un seul bébé. Normalement, quand on a soit une grossesse gémellaire ou une grossesse multiple, plus le nombre de fœtus augmente et plus il y aurait ce risque-là. Donc il faudrait l'avoir en tête. Pourquoi? Parce que c'est un utérus qui va arriver à un certain moment à extension très importante et donc c'est les contractions qui vont se déclencher parce qu'il va vouloir se vider, tout simplement. Donc normalement, toute grossesse multiple va faire une surdistension utérine et donc c'est une maman qui va accoucher avant terme. Vous n'allez jamais trouver des prémas qui vont arriver à 40 semaines, jamais et impossible. D'ailleurs, on les fait arriver difficilement à 36, 37. C'est rare où on a des 38, c'est quand vous avez vraiment des tout petits jumeaux qui vont être là et qui vont baigner, ou les jumeaux on a le poids d'un seul fœtus. D'accord? Les infections vagino-urinaires, et on en a parlé la dernière fois, quand c'est une maman qui fait une infection, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y aurait des contractions, pourquoi? Parce que les membranes vont se fragiliser. Cette maman, quand il y a une fragilisation des membranes, elle va rompre, donc bien sûr elle va rompre avant terme, et donc quand elle va rompre, forcément elle va se mettre en travail, et donc la contraction elle est là, et forcément ce bébé va sortir, il y a le col qui va se dilater, et donc le bébé qui va être prêt à sortir. Donc toute infection prédispose à la prématurité. Et d'ailleurs, quand vous n'avez pas de prématurité expliquée, il faudrait penser à une infection qui est passée inaperçue, qui nous est passée sous le nez. Le placenta prévia, et là vous allez voir ça plus en détail en gynécologie en 5e année, mais je vais déjà vous briefer. Placenta prévia, c'est un placenta qui est anormalement inséré plus bas. Parce que le placenta, il est généralement inséré au niveau du fond de l'utérus. Donc, il est au fond et le bébé, il flotte au-dessous. Quand on a un placenta qui est bas inséré, donc forcément, quand on fait notre toucher, que ce soit le gynécologue ou la sage-femme, elle va tomber direct sur le placenta. C'est un placenta qui est très fragile et qui est prêt à saigner. C'est des mamans qui saignent abondamment et c'est à cause du saignement qu'on va faire accoucher cette femme. On ne va pas attendre qu'elle accouche à terme s'il y a un saignement actif parce que ça va prédisposer la vie de la femme au danger. Les causes indirectes, c'est l'accouchement médicalement consenti, c'est-à-dire c'est quand l'équipe médicale se met d'accord pour faire accoucher cette femme avant terme. Ce n'est pas l'aqdar qui font que ce bébé naisse avant terme, mais c'est parce que l'équipe médicale a vu qu'il faudrait qu'on fasse naître ce bébé. Et donc vous allez voir que le diabète maternel, c'est une prédisposition à ça. Vous avez un diabète maternel, surtout un diabète déséquilibré, on aura un cours sur ça, c'est une prédisposition aux malformations, c'est une prédisposition à l'hyperinsulinisme avec des hypoglycémies, bien sûr
inhérente, mais beaucoup plus un risque pour la maman parce qu'on risque de déséquilibrer son diabète et on risque pour le bébé le décès. Une mort fœtale in utero. Les mères diabétiques déséquilibrées, ils font beaucoup de MFIE, c'est-à-dire de mort fœtale in utero. Et donc des fois, quand on fait une surveillance de ces bébés sur des tachographes, on voit que l'activité cardiaque, elle se dégrade, on est obligé de faire sortir ce bébé avant terme, d'autant plus quand on a un diabète qui est hyper déséquilibré, donc c'est une maman qui court beaucoup de risques. Et normalement, idéalement, une maman diabétique devrait faire équilibrer son diabète avant qu'elle programme une grossesse. Avant de programmer une grossesse, il faudrait qu'elle soit déjà équilibrée avec une hémoglobine glyquée qui est correcte. Donc les alloimmunisations fœto-maternelles et surtout Rhésus. Donc c'est des bébés dont la maman est surtout Rhésus négatif. Le bébé, il est Rhésus positif comme son papa. Vous allez me dire comment on sait qu'il est Rhésus positif alors qu'il n'est pas encore né. On a ce qu'on appelle les agglutinines irrégulières. Donc on recherche les agglutinines irrégulières, c'est les RAI, et on va faire une courbe de surveillance. À partir du moment où le papa est Rhésus positif et que la maman est Rhésus négatif, le bébé, ce bébé, il a 50% de chance d'être comme son papa, et s'il est comme son papa, forcément, il y aurait une incompatibilité. Et donc, on va rechercher ces RAI, et si on voit que cette courbe va en ascendant, c'est-à-dire qu'elle va en augmentant d'une manière assez importante, c'est le moment où il faut extraire ce bébé ou jamais. Surtout si vous avez un flux qui se voit sur l'échographie avec un flux qui se dégrade, et c'est le flux qui va vous donner une idée sur l'anémie du bébé. C'est-à-dire s'il a un flux cérébral normal, si tout se passe bien, on est bien. Maintenant, si le flux commence à baisser, c'est qu'il y a une anémie in utero, et normalement, on devrait l'extraire si on n'arrive pas à faire une transfusion in utero. Dans les pays où on peut le faire, idéalement, c'est faire une transfusion in utero. Là, on va commencer à travailler sur ça parce que ça nous éviterait beaucoup de prématurité qu'on déclenche nous-mêmes. Autrement, quand vous avez un bébé dont la maman elle est suivie, on a trouvé à l'échographie une anasarque. C'est quoi une anasarque fœtoplacentaire? C'est un bébé qui va en grossissant, il prend du poids, il a une hépatosplinomégalie in utero et il y a beaucoup de liquide, beaucoup de flotte. D'accord? Donc, d'abord, un anasarque photoplacentaire avec une acide chez ce bébé. Donc, c'est un bébé, si on le laisse in utero, il risque le décès. Donc, avant même qu'on arrive à ça, dès qu'il y a une organomégalie, une petite acide qui commence à s'installer, il faudrait faire sortir ce bébé. C'est parmi les indications médicales d'extraction de ce bébé-là. Puis, quand vous avez une hypertension artérielle avec grossesse, que ce soit avec ou sans retard de croissance intra-utérin. Pourquoi? Parce que l'HTA maternelle prédispose à la prééclampsie. Et la prééclampsie, il y a le risque d'éclampsie. Et maintenant, c'est le risque carrément de décès maternel. Le fameux HELP syndrome et la maman qui va se mettre en état de choc et qui risque de décéder du moment à l'autre. Et donc là, ça se discute même pas la prématurité, il y a la vie de la maman qui prime. D'accord? Après, il faut savoir qu'il y a des facteurs favorisants. Mais les femmes vont faire une prématurité, non. Il y a des femmes qui vont être plus prédisposées à faire des prématurés que d'autres. Quand c'est des grossesses illégitimes. Pourquoi? Parce qu'une grossesse illégitime, ceci dit, la maman, comme elle sait qu'elle porte un bébé qui est illégitime et que toute la société lui tire dessus, elle va trouver le moyen pour se faire avorter. Et donc forcément, si elle n'avorte pas à temps, que le bébé grandit, forcément à un certain moment, il va descendre avant terme. Parce que de toutes les manières, elle met tous les moyens pour. Et le problème, c'est qu'il arrive, il est en vie, il ne va pas décéder, mais il va poser des problèmes. S'il décède à la rigueur, mais quand il est là avec des séquelles, c'est là où c'est embêtant, parce qu'elle a pris tous les toxiques du monde, elle a avalé tout ce qui existe pour le faire tomber, et finalement on se retrouve avec un bébé qui est là, qui est prématuré et qu'on peut pas, il faut pas le laisser comme ça. Donc la primiparité et la parité, quand c'est une primipare, donc généralement les grandes primies, et surtout quand elles ont un âge petit, donc quand vous avez une maman qui a un âge de moins de 18 ans, donc c'est des petites adolescentes, ou alors une maman de plus de 40 ans, ou quand vous avez une grande multipare. La grande multipare, c'est l'utérus qui se relâche avec le temps. D'ailleurs, la primie, quand elle rentre en travail, vous avez une primie qui arrive et elle va accoucher par voie basse, il se peut qu'elle reste toute la nuit pour accoucher le lendemain. Vous avez une grande multi, c'est-à-dire, elle a eu déjà 3 accouchements antérieurs, elle entre en travail, dès que la primie part, elle va accoucher une demi-heure ou la maximum 1 heure plus tard, parce que son utérus, il a l'habitude de se contracter, son col, il a l'habitude de s'effacer rapidement et de s'ouvrir rapidement, et donc forcément, elle va être beaucoup plus prédisposée à accoucher avant terme. Les conditions défavorables de travail et de transport,
C'est comme le principe du stérilet d'ailleurs. Le stérilet, il est contre-indiqué chez les mamans qui font les grandes femmes de ménage ou là, qui bougent beaucoup, les hadis. Pourquoi? Parce qu'il est prédisposé à tomber à n'importe quel moment. C'est la même chose parce que c'est un corps qui est incrusté au niveau de son utérus. Elle bouge beaucoup et donc à un certain moment, quand on bouge beaucoup, donc forcément ce bébé va rester instable. Donc quand c'est des conditions de travail qui sont lamentables, quand je dis conditions de travail, je suis dans la femme de ménage, les médecins aussi. Moi je vous dis, lors de mes 2 grossesses, j'ai fait des menaces d'accouchement prématuré sévères. À partir de 30 semaines, quand vous faites des gardes, quand vous êtes sollicité, que vous travaillez hard, forcément, vous risquez de faire des menaces d'accouchement prématuré. Le bas niveau socio-économique aussi, donc il faudrait faire attention. L'âge de la mère, je l'ai dit déjà, et le tabagisme, mais quand vraiment c'est un tabagisme qui est important, au-delà de 10 cigarettes par jour. Donc quand c'est des grandes fumeuses, elles prédisposent le bébé à sortir avant terme. Donc la première des choses, vous avez un prématuré, il est là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il est né, il faudrait se préparer à cette naissance. Parce qu'un prématuré, un bébé à terme, il est prédisposé à faire beaucoup de complications. Donc, il faudrait qu'on soit là, mais qu'on soit prêt. Il faut qu'on le mette en condition initialement. C'est quoi les 3 risques majeurs? C'est la mauvaise adaptation à la vie extra-utérine. C'est des bébés qui vont se mettre en hypoxie. Parce que il est censé être encore dans le ventre de sa mère. Et à un certain moment, il sort. Vous allez voir qu'il n'y a pas de surfactant. La matière qui va laisser les poumons ouverts et les alvéoles ouverts en fin d'expiration, elle n'est pas là. Parce qu'il est arrivé avant terme, avant que cette matière ne soit prête. Et donc forcément, il va s'adapter difficilement à la vie extra-utérine. Il va se mettre en hypoxie. L'hypothermie, déjà tout nouveau-né est prédisposé à faire une hypothermie, même étant à terme. Mais encore pire quand c'est un prématuré. Pourquoi? Parce que les réserves maquiniches, les réserves qui la peau généralement, il y a de la graisse quand même au-dessous de la peau. Et si vous avez déjà eu l'occasion de voir un prématuré, sa peau elle est transparente. Vous allez voir de l'acide veineux qui est vraiment transparent au-dessous. D'ailleurs, tout ce qui se passe en dessous de la peau se voit. D'ailleurs, même au niveau de l'abdomen, quand vous avez des mouvements intestinaux, tellement la peau elle est encore fragile, vous allez voir les intestins marsoumines. C'est comme si vous voyez un cours d'anatomie. Donc tellement la peau elle est encore fragile, il n'y a pas de graisse qui va couvrir cette peau-là. Et donc forcément, il va se mettre en hypothermie. Et puis, l'hypoglycémie, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de réserve et donc son foie ne fonctionne pas comme il se doit pour avoir assez de réserve et fonctionner comme il se doit et donner ces réserves de glucose. Donc toujours dans la conduite à tenir initiale, il faudrait que toute l'équipe soit informée. Quand je dis toute l'équipe, c'est-à-dire tout le monde, toute personne qui est présente en salle de naissance. Que ce soit la sage-femme, parce que vous allez voir, quand je vais vous faire le cours de Réa en salle de naissance, que n'importe qui, n'importe lequel de parmi nous peut faire les soins courants de néonatologie en naissance. C'est-à-dire, des néonatologues. Les néonatologues, c'est surtout pour les situations graves où on devrait intuber, où ce bébé devrait être branché en ventilation mécanique. Maintenant, toute personne entraînée à faire les soins de base peut le faire, y compris une sage-femme. L'obstétricien, des fois, quand vous vous retrouvez par exemple dans un patelin, il y a l'obstétricien et la sage-femme. Ils ont fait accoucher la femme. L'acte est fait, le bébé ne crie pas. Donc les deux se mettent à travailler parce qu'il n'y a pas de pédiatre sur place. Il y a des maisons d'accouchement où il y a même la sage-femme toute seule. Donc il faudrait que les soins de réanimation de base soient appris par tout le monde. Le médecin généraliste, le médecin pédiatre bien entendu et le réanimateur. Donc toute l'équipe devrait être informée. Idéalement, quand c'est un grand prématuré, il faudrait que l'accouchement se fasse dans un niveau 2, voire plus un niveau 3, où il y a une réanimation néonatale. Mais sinon, si on n'arrive pas, au moins qu'il y ait quelqu'un d'averti et qu'on puisse organiser le transfert dans les conditions qui se valent. Le matériel devrait être prêt et fonctionnel, et ça, on l'a touché de près. Tu as beau travailler, tu as beau préparer tout ce qu'il faut, et à un certain moment, on avait un bébé qui nous a fait un arrêt en pleine visite, et il fallait qu'on l'intube, on l'a pris au ballonnet, donc on a tout préparé. Des fois, on ne pense pas à des petites choses. Le ballonnet sans masque parce qu'on le branche directement à la sonde d'intubation. À un certain moment, il nous a fait une hémorragie, il fallait l'aspirer le temps de remettre la sonde d'intubation en place, et il a commencé à désaturer, il allait faire un arrêt. Pourquoi? Pour dire qu'il faut toujours être prêt. Un service de réanimation, si on n'a pas tout sous la main, il se peut qu'on ait de la casse. Donc l'embout dit le réanimant, on ne l'a pas trouvé et donc il allait passer. Donc heureusement, on s'est rattrapé rapidement, mais pour vous dire que si vous démarrez une réa, il faudrait vraiment que tout votre matériel soit prêt. Mais les imprévus, il y a toujours des imprévus en matière de réanimation, donc tout devrait être prêt et fonctionnel. Quand je dis fonctionnel, des fois le laryngoscope quand dit les lampes ma كاينينش يا اما طايرين يا اما قدام يا اما مبغاش يشعل ما شقاتلوش يشعل. Donc toujours vérifier son matériel avant de commencer à travailler parce qu'il y a des vies humaines qui sont derrière.
La conduite initiale en salle de naissance, donc le premier geste, c'est sécher efficacement cet enfant, parce qu'il y a le premier risque, l'hypothermie. En prenant ce bébé, déjà, quand vous le séchez, vous le stimulez. Donc, quand vous le stimulez, c'est comme si vous lui faites un petit massage, et s'il va crier, il va crier de toutes les manières. Et sur une table chauffante réglée à 39, vous allez voir que pour le prématuré, on règle la table à 39, ce qui n'est pas rien, parce qu'il lui faut une température plus élevée qu'un bébé à terme, d'accord? Essuyez efficacement le nouveau-né avec un champ stérile chaud, parce que déjà, dès la naissance, il est censé arriver d'un milieu stérile. Le ventre de sa mère, son utérus, il est censé être stérile, sauf si elle est infectée. Donc nous, on ne devrait pas l'infecter par nos gestes, donc il faudrait que le champ soit stérile. Qu'il soit chaud aussi, parce que des fois, avec le contact avec un champ qui est froid, ça va encore plus aggraver l'hypothermie. Et sachez que la plus grande circonférence de ce bébé, c'est surtout sa tête. Donc quand vous êtes seul, commencez toujours par sécher la tête avant le reste du corps. Parce que si vous remarquez, tous les bébés la naissance, et surtout les prématurés, c'est vrai, si vous revoyez l'anatomie le fœtus, in utero, la naissance, la tête qui est très grosse et le corps qui est petit, et l'équilibre va se créer de plus en plus parce que le corps, il reprend ses formes et la tête qui va se rétrécir. Mais il y a toujours cette tendance à avoir une tête qui est plus grosse que le reste du corps. Et donc, normalement, il faut commencer par la tête parce qu'elle prend la plus grande circonférence. Pour la sécher, continuez vers le bas s'il y a personne pour vous aider. Puis, habillez le nouveau-né avec des vêtements thermiques en coton, un bonnet et des chaussettes. La tête, toujours le bonnet, parce que la tête, et les chaussettes, bien sûr, et les conditions d'hygiène avec le froid qu'il fait dans la région de l'orientale, mettre aussi des petits meuffins, d'accord, donc des gants. Donc l'évaluation du score d'Apgar, donc déjà le score d'Apgar, vous vous rappelez, on en a parlé la dernière fois, c'est pour voir est-ce qu'on a un Apgar bon ou alors on nécessiterait une réanimation. Il faudrait savoir qu'au-dessous de 7, on devrait réanimer, vous vous rappelez. Donc normalement, c'est ça qui va vous dire est-ce qu'on va réanimer ce bébé ou on va juste le sécher et le laisser tranquille. L'apport glucosé précoce, soit par voie entérale, c'est-à-dire en lui injectant du sérum glucosé à 10% en intracastrique, ou là du lait, tout simplement, ou là par voie parentérale, du G10, quand on va prendre carrément une voie veineuse périphérique ou centrale par biais du cathé ombilical. Le contrôle, pourquoi? Parce qu'il y a le risque d'hypoglycémie. Donc l'hypothermie, l'hypoglycémie, puis contrôle des glycémies capillaires, c'est-à-dire les dextros. Donc les dextros, déjà à 30 minutes de vie, le premier dextro, avant chaque repas ou toutes les 3 heures, s'il est sous perfusion. Et sachez qu'à partir de 3 dextros corrects, quand on a un bébé qui est en hypoglycémie, à partir de 3 dextros corrects, on arrête la surveillance. Parce que s'il fait 3 dextros corrects, c'est qu'il n'est pas prédisposé à vous faire un problème autre. L'étude clinique, donc évaluer la gestationnelle, les scores dont on a parlé l'autre fois. Donc il y a le score neurologique, il y a les scores de phare morphologique et le score neurologique, le Dubovis. Donc là, on va vous donner plus de détails. Et là aussi, rappelez-moi pour la responsable de la promo que je vous donne ces tableaux des scores juste pour les avoir. De toutes les manières, vous n'en aurez pas besoin pendant l'examen parce que c'est des trucs qui sont vraiment très pratiques. Donc rechercher les malformations, la prise de mensuration, c'est très important tout ceci va conditionner le transfert ou non. S'il y a des malformations qui sont vraiment très importantes, type emphalocèle par exemple, type myéloméningocèle, malformation cardiaque, c'est pas un bébé à garder en périphérie, dans un hôpital périphérique. Il faudrait l'envoyer dans une structure où il y aurait l'arrêt néonatal et bien sûr les services où il devrait être opéré, soit la chirurgie infantile, soit la chirurgie cardiovasculaire, soit la neurochir. La prise de mensuration pour voir est-ce qu'il y a une prématurité seule et qui est gérable, la prématurité normale dont on a parlé, ou là une grande prématurité, ou là une prématurité associée à une hypotrophie. Parce qu'à partir du moment où vous avez une prématurité associée à une hypotrophie, c'est un bébé qui est prédisposé à faire des problèmes encore pires qu'un prématuré normal. Donc l'évaluation clinique de la gestationnelle passe par la date des dernières règles. Encore faut-il que cette date de dernière règle soit précise, je le dis bien, et que le cycle soit régulier.